Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir sur notre plateau, deux infirmiers. Je commence par Madame Faïma Zidini. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes membre du syndicat SNIL 976, le syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Alors avec nous également sur le plateau, Éric Roussel, qui est représentant lui infirmier de Mayotte à l'URPS, Union régionale de professionnels de santé, infirmier OI, Océan Indien. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Alors vous êtes là ce soir pour nous parler de votre sentiment général suite à la visite de la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, une ministre qui n'a pas forcément répondu à vos attentes. Vous nous direz pourquoi tout à l'heure dans cette édition. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 3 octobre. Après la rencontre entre l'intersyndicale du CHM et Agnès Buzyn, aujourd'hui, les grévistes ont pu rencontrer leur direction. Déçus par ces rencontres, ils ont décidé de suspendre le mouvement jusqu'à vendredi, veille de l'arrivée du ministre de l'Action et des Commandes publiques, Gérald Darmanin. Retour sur les 24 heures d'Agnès Buzyn à Mayotte, en ouverture de votre journal. Une audience solennelle de rentrée a eu lieu cet après-midi au tribunal de grande instance. L'occasion d'introniser plusieurs nouveaux magistrats et notamment des vice-procureurs. Nous leur avons posé la question sur leur travail à venir, sur une île où la loi semble souvent être en décalage avec les réalités du territoire. Le point au cours de cette édition. Taux de chômage plus élevé, concentration des femmes dans quelques filières professionnelles, emploi précaire, écart de rémunération, les inégalités femmes-hommes ont encore la vie belle. Pour inverser cette tendance, à l'occasion de la semaine de l'égalité professionnelle, le Pôle emploi et l'État ont conjointement signé ce matin une convention sur l'accès aux femmes à l'emploi et à la formation. Reportage. La ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, est repartie pour Paris en fin de matinée. Avant cela, dès 8 h, elle a visité l'hôpital de Petite-Terre avant de donner une conférence de presse à la Case Rocher. CMUC, attractivité, prévention, agrandissement du CHM. Aucune question n'a été évitée. Avant de partir, la ministre a tout de même assuré que des mesures fortes seraient prises dans les prochains mois et que Mayotte ne sera pas oubliée. Elle demande à présent aux professionnels de santé de faire preuve de patience. Les précisions avec Bastien Sabouret, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. La ministre des Solidarités et de la Santé a débuté sa journée par une visite de l'hôpital de Petite-Terre. Quelques minutes plus tard, elle a donné une conférence de presse à la Case Rocher, afin notamment d'évoquer les grands chantiers de son mandat. C'est un voyage qui est très important pour moi, puisqu'il va falloir accompagner le centre hospitalier dans sa reconstruction. Et j'attends donc ce qu'on appelle le plan, Copermo, le plan que va proposer la direction de cet hôpital pour la reconstruction, pour dégager progressivement, par tranches successives, les moyens financiers qui permettront à l'hôpital de s'agrandir. Agrandir l'hôpital apparaît indispensable au regard de l'affluence croissante, même si c'est aussi en direction des personnels que l'État doit agir rapidement. Il faut qu'on facilite la tâche des professionnels, il faut qu'on leur permette d'innover en termes d'organisation, de pouvoir créer des coopérations qui n'existent pas ailleurs. Et voilà, mon objectif, c'est d'être dans l'action opérationnelle auprès des professionnels de ce territoire. Des personnels qui manquent cruellement à Mayotte. Pour lutter contre le plus grand désert médical de France, la ministre rédige actuellement un plan national dans lequel l'îlot-lagon aura toute sa place. Nous allons travailler avec la Caisse de sécurité sociale, évidemment, qui, elle, repère bien les besoins pour adapter au mieux nos financements, nos organisations à Mayotte. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Je vais présenter un plan de lutte contre les déserts médicaux, par exemple, qui va permettre à chaque territoire d'avoir plein d'outils pour répondre aux besoins spécifiques et pour être attractif. En fait, ce que je veux, c'est libérer les énergies, parce qu'il y a énormément d'énergie positive. Dans le champ des solidarités, on voit bien toutes les associations, elles ont envie de bien faire, elles ont des idées, et aujourd'hui, il y a beaucoup de freins réglementaires. Donc, c'est en montrant qu'on est proche du terrain,
qu'on va rendre de nouveau ces métiers attractifs, y compris à Mayotte. Rendre les métiers attractifs, cela passe également par une mise en application du droit commun en matière de santé. En effet, les complémentaires santé ne sont par exemple toujours pas d'actualité sur le département. J'ai été très interpellée sur la question de l'accès à la CMU-C et de l'accès à l'AME d'ailleurs. Et donc c'est un sujet sur lequel j'ai des documents sur lesquels il faut qu'on travaille avec la direction de la sécurité sociale. Donc à mon retour en métropole, je ferai une réunion de travail dédiée aux problèmes spécifiques de Mayotte en termes de couverture sociale. Dès son retour à Paris, la ministre a promis de prendre à bras le corps les problématiques du territoire, tout en prônant la patience liée à sa toute récente prise de fonction. Et la visite éclair de la ministre des Solidarités et de la Santé s'est donc achevée ce matin. Elle laisse tout de même derrière elle de la déception puisque aucune annonce n'a été faite. Et parmi les mécontents, le personnel du centre hospitalier de Mayotte, d'autant plus que leurs homologues du centre hospitalier du CHU de La Réunion se sont vus accorder une enveloppe de 50 millions d'euros. En effet, hier en fin d'après-midi, le personnel médical a été reçu par Agnès Buzyn en personne, mais celle-ci n'a pas su les convaincre. Le mouvement de grève a été reconduit. Et les précisions avec Sony Chamsidine et Bastien Sabouret. Au lendemain d'une rencontre tant attendue avec la ministre de la Santé, l'espoir a fait place à la déception pour le personnel du centre hospitalier de Mayotte, de nouveau en grève ce mardi. Quand on entend les ministres nous dire qu'on est priorité ultramarine, qu'on est un désert médical, elle nous octroie 0 €. On comprend très bien que c'est l'État qui fait ça. Pourquoi la Réunion, qui n'est pas un désert médical, se trouve avec 50 millions d'euros et nous 0 €? Merci l'État, merci de votre mépris. Nous considérons qu'il y a inégalité de traitement parce que le besoin est plus à Mayotte que là-bas. On n'est pas considéré, on a constaté qu'il n'y a pas une grande considération pour les Mahorais. C'est pour cela qu'on a reconduit ce mouvement aujourd'hui. Des grévistes désabusés une fois de plus d'être les oubliés de l'État. Aujourd'hui, plusieurs services de consultation du centre hospitalier ont fait l'objet de grosses perturbations. Tant qu'on n'aura pas de réponse concrète, il n'y aura plus de consultation. Que les choses soient très très claires. Traînez-nous en justice, on ira tous. Ce n'est pas un souci. Hier, par rapport à la ministre, ce qu'elle nous a fait, c'est du mépris. C'est du mépris absolu. On ne peut pas venir dans un département actuel avec toutes les problématiques qu'il y a et dire « je suis venu pour regarder ». Hier, on lui a fait un accueil chaleureux. Mais plus jamais, elle n'aura plus jamais ça dans la santé à Mayotte. En fin de matinée, une délégation de l'intersyndicale a été reçue par la direction. Une réunion pour une fois de plus tirer la sonnette d'alarme. Avoir une même égalité de traitement avec le CHU. On prend acte de sa décision d'accompagner l'hôpital en termes d'infrastructure, mais déjà nous sommes à bout par rapport à notre travail. C'est pourquoi on souhaiterait qu'il y ait un accompagnement. En plus des infrastructures, il faut aussi que le personnel soit accompagné. Après avoir visité l'hôpital de la Petite Terre ce matin, Agnès Buzyn s'explique lors d'une conférence de presse sur l'aide de 50 millions d'euros allouée au CHU de La Réunion. C'est une question de calendrier. L'hôpital, le CHU, avait déjà fait un plan de retour à l'équilibre qu'il avait présenté au ministère. Et donc c'est en réponse à ce plan de retour à l'équilibre qu'on a fait l'annonce effectivement d'un accompagnement financier en raison du déficit abyssal du CHU de La Réunion. À Mayotte, nous attendons le projet du nouvel hôpital au Copermo. Et évidemment, la seule chose que je puisse annoncer aujourd'hui, c'est qu'il y aura des financements dédiés tranche par tranche. On ne va pas tout pouvoir faire d'un coup, mais progressivement, on va accompagner cet hôpital dans sa restructuration, dans sa modernisation. À la suite d'une concertation, l'intersyndicale a décidé de suspendre la grève à vendredi, veille d'arrivée d'un autre ministre, celui du budget, Gérald Darmanin. Alors je me tourne à présent vers nos invités, Fahima Zidini et Eric Roussel. Alors comme l'ensemble des professionnels de santé, vous attendiez beaucoup de cette visite ministérielle. Et avant que vous nous passiez part de votre sentiment général, je vous propose d'écouter les propos de la ministre qu'elle vous a adressés dans ces petits reportages.
je demande aux professionnels, en fonction de leurs besoins, de proposer des projets à l'ARS qui seront d'une part accompagnés, évalués et financés. Parce que ce que demandent notamment les infirmiers libéraux qui interviennent dans certains quartiers, c'est d'être reconnus aussi. Non seulement ils font des tâches qu'ils n'ont pas le droit de faire, qui leur prennent beaucoup de temps et ils ne sont pas valorisés financièrement. Donc j'entends tout cela et il faut qu'on accompagne réglementairement et financièrement ces organisations innovantes. Alors vous venez d'entendre la ministre qui a parlé d'accompagnement qui va à venir pour les professionnels de santé. Quel est votre sentiment général suite à cette visite? Alors allez-y Fahima Zedini. Alors pour nous, en fait, dès le début, on n'était pas intégrés, on n'était pas invités, on n'était pas, comme d'habitude, oubliés. Quand même, je veux dire, les infirmiers libéraux les libéraux de façon générale sont une pièce maîtresse dans la santé à Mayotte. La santé va mal, on est avant l'hôpital, on est après l'hôpital, et à aucun moment ils avaient prévu de nous intégrer. Donc on a pu demander des rendez-vous, demander à être reçus, parce qu'on s'est glissé dans la rencontre qu'avait eue la ministre de l'Outre-mer, Madame Girardin, quand elle est venue pour rencontrer une association de personnes âgées sur Bandrabois. Donc on s'est glissé là pour commencer à expliquer nos difficultés et nos attentes et demander notamment à être reçus par le ministère de la Santé. Chose entendue, chose faite, très satisfait sur ce point-là. D'accord. On a pu les sensibiliser. Alors justement, Eric Roussel, qu'est-ce qui a été entendu? Qu'est-ce que vous avez reçu comme réponse positive? Alors, on a eu plusieurs réponses. Déjà, une écoute. L'écoute n'était même plus disponible, indispensable, pardon. Le ministère avait déjà toutes les doléances des différents syndicats de Mayotte, toutes les doléances des infirmiers, toutes les problématiques venant de l'ordre infirmier, venant aussi de nos actions. Là, vendredi, il y a eu un temps syndical d'1h30 d'échange où j'ai pu participer aussi au titre du syndicat. Ensuite, surtout l'action sur le terrain samedi qui a été hyper déterminante puisque la ministre a été accompagnée par le syndicat et l'URPS infirmier océan Indien sur le terrain. Donc aussi pour faire taire au niveau des polémiques, donc les photos n'ont pas été révélatrices. Anne Béni, qui est conseillère outre-mer de la ministre, avait été sur le terrain. Et justement, des personnes se sont montées au créneau en disant que c'était pas une population qui était représentative, plus ou moins des populations qui étaient suivies par le président. Alors sur les photos qui ont été diffusées, on peut penser cela. On remercie Madame Anne Bénier d'avoir accepté l'invitation du syndicat. L'URPS a proposé de gérer l'organisation et la sécurité. Elle est sortie du programme officiel sans agent ni suivi. La préfecture a joué le jeu d'autoriser cette visite. Donc voilà, le président du syndicat l'a accompagné sur Passamenti, donc immédiatement c'était aller voir son patient qui était au quartier Tanafou. Voilà, certes qui était d'origine étrangère, mais ça a été la seule visite. Ensuite, il y a 4-5 domiciles qui ont été réalisés. Je ne donnerai pas plus de détails ni sur les lieux, ni sur les pathologies des personnes, pour un petit peu réserver cette vie privée. Voilà, la conseillère a été énormément touchée, a entendu toutes nos problématiques. Le travail de réunion de bureau s'est fait sur le terrain. Donc tout a été constaté, il y a eu de nombreuses photos de prise, il y a eu des notes de prise et un constat fait au niveau de toute la population de Mayotte, de tous les usagers. Voilà. Donc ça a permis de pallier en fait à cette histoire de bitume qui est toujours refait avant les visites ministérielles. Ces dispensaires tout propres, tout neufs. Elle a constaté l'état du dispensaire de Passamenti. Elle a pu voir l'absence de médecins traitants depuis 2016 à Passamenti. Elle a pu entendre les témoignages des usagers. Voilà. Tout ça c'était hors caméra et c'est pour ça que nous avons accepté beaucoup mieux le fait qu'il n'y ait pas eu de mesures immédiates sur les urgences de Mayotte qui ne peuvent plus attendre, mais sur lesquelles il va falloir attendre encore quelques temps parce que voilà, des annonces, des projets, des financements vont arriver mais on ne va pas prendre les devants sur le ministère, on leur laissera le soin d'annoncer officiellement. Alors justement, on a l'impression que votre situation n'est pas forcément la même quand on vous écoute par rapport au personnel du CHM qui lui se dit déçu. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la différence? La différence, c'est que nous, on a passé environ 5 heures de temps avec le cabinet de la ministre, avec la conseillère. Et ensuite, nous avons pu suivre, pareil, on n'avait pas de rendez-vous acté avec Madame la ministre. Ça a été accepté aussi vendredi. On a été accepté au sein du CHM pour cette rencontre. La conseillère et le ministère étaient étonnés que les infirmiers libéraux ne soient pas intégrés dans l'organisation ambulatoire sur laquelle moi je veille en tant qu'URPS et tous les membres qui m'aident, des infirmiers au sein de l'hôpital. Comme l'a dit si bien Fahima tout à l'heure, nous sommes en avant et en arrière de l'hôpital. Je tiens aussi à
suffisamment considéré, ne serait-ce que par le personnel lui-même? Complètement, oui. Le personnel, non. Le personnel nous soutient. Oui, on travaille ensemble, on a besoin les uns des autres. Ouais. Mais on n'est pas reconnu par... L'hôpital est déjà une institution, l'hôpital est déjà reconnu par ce qu'elle est, maintenant, par ce qu'il est, pardon, et maintenant, nous, on nous avait complètement oubliés à la base. Donc là, on a été reçus vendredi matin, plus d'1h30, donc ça c'est une très bonne chose, on a pu porter nos revendications. Nos revendications, ce sont les difficultés que l'on vit, nous, au quotidien, mais c'est les patients qui les vivent au quotidien. On a pu mettre en avant les difficultés des Mahorais, à accéder aux soins, tous déjà, d'avoir un accès plus simple. On a pu l'inviter justement à venir voir les domiciles et à constater le terrain. Et je pense que ça c'est important. On parle de Mayotte, c'est bien, on parle des difficultés, mais il faut les voir, il faut les vivre. Et sur ça, on a senti la conseillère de la ministre, Madame Beignet, on l'a senti touchée, vraiment. Donc on apprécie pour ça. Voilà. Alors on se rappelle de votre mouvement illimité l'année dernière, le mouvement des infirmiers, une grève qui a duré plusieurs semaines. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de votre situation? Vous êtes prêt à attendre jusqu'à quand? Je vais laisser le soin de Faima répondre sur les mouvements syndicaux, mais à savoir que les infirmiers, voilà, une grève à proprement dire, c'est toujours une difficulté. Hier, je crois que vous avez eu des discussions, voilà, avec l'intersyndicale de l'hôpital qui vous a appelé à se joindre à leur mouvement. Je pense que voilà, qu'est-ce qu'il en est. On soutient de toute façon tout mouvement de grève, on respecte, bravo au syndicat de l'hôpital d'avoir pu manifester, d'avoir pu porter leurs revendications de cette façon-là. Pour nous c'est compliqué, hein. Vous avez vu notre grève, c'était une grève silencieuse, hein. C'était une grève où de toute façon on est obligé d'aller travailler, on est obligé d'assumer les soins et tout, donc c'est pas la même représentativité, c'est pas la même manifestation. Donc maintenant on a juste un peu plus d'espoir, là on a été entendu, maintenant est-ce qu'il y aura des mesures derrière? On y croit. Voilà. On a des travaux qui sont à venir. Je vous dis, on ne va pas faire des annonces avant le ministère. Il y a des documents de l'URPS qui ont été remis de part et d'autre, hein, entre la Réunion et Mayotte. Enfin, pour une fois, Mayotte a une voix qui est la mienne. Je suis un petit peu tout seul. N'hésitez pas, infirmières, à venir se rassembler autour de l'Union, parce que ça peut être porteur de tous ces projets d'innovation que Madame la Ministre a annoncé. Les syndicats, en fait, ne peuvent pas être porteurs ensuite de projets de développement. Donc l'Union sert à ça, à l'ingénierie de projet, au portage de projets, au partenariat. J'ai beaucoup pu participer au PRS, rencontrer les réseaux santé. Donc on essaie vraiment de se réunir là, tous unanimes. C'est quelque chose aussi qu'on a pu porter au niveau du ministère, de Madame la Ministre aussi directement. On a parlé de tout le monde, on a été obligé de parler des difficultés de l'hôpital, ces urgences qui débordent d'activité, le service de pédiatrie, la maternité, enfin voilà, tous ces problèmes étant bien connus. Ce qu'on a vraiment nous obtenu, c'est vraiment une écoute et peut-être une étude très prochainement à venir, quantitative et qualitative de qu'est-ce que fait un infirmier, une infirmière libérale dans les domiciles. Voilà, ce n'est pas vu au-delà de la rémunération, c'est vraiment une reconnaissance qui a été demandée, une intégration dans certaines décisions hospitalières que nous subirons derrière ou dans d'autres domaines. Alors ce que vous retenez, on va dire, c'est de l'espoir par rapport à cette visite. En tout cas, merci beaucoup Faima Zidini et Eric Roussel. Merci beaucoup. Et autre sujet à présent, cette audience solennelle qui a eu lieu cet après-midi au tribunal de grande instance. À cette occasion, plusieurs nouveaux magistrats ont été intronisés et présentés à la presse. Le TGI du département possède désormais 2 nouveaux vice-présidents, un nouveau juge et une nouvelle directrice de greffe, ainsi que 2 substituts du procureur. Il s'agit là de remplacements liés à plusieurs départs. Nous avons pu rencontrer ces nouveaux venus afin de connaître leur état d'esprit face notamment au conflit qu'il peut exister entre la loi et les réalités du terrain. Un sujet signé Bastien Sabouré, Pierre Bellucci et Leslie Dimney. Le président du tribunal de grande instance, Laurent Sabatier, a intronisé 6 nouveaux arrivants cet après-midi. Une audience solennelle qui, comme de coutume, aura permis de présenter les magistrats fraîchement arrivés à Mayotte. Des magistrats qui semblent avoir conscience qu'il est important d'obtenir la confiance de la population. Comme tous mes collègues qui viennent ici, nous venons pour servir la population de Mayotte et renforcer la confiance qu'elle doit avoir dans l'institution judiciaire. Donc on ne demande pas qu'on nous donne de blanc-seing, mais on travaille pour obtenir la confiance du public. Ouais.
Souvent pointés du doigt pour son manque d'adaptation aux réalités du territoire, les deux nouveaux vice-procureurs ont été très clairs concernant la justice sur le territoire. Selon eux, la loi française doit s'appliquer strictement à Mayotte, même si c'est au cas par cas que les individus sont jugés. Les Mahorais ont démocratiquement choisi le modèle de justice de la République française, donc il n'y a aucune raison de faire une différence entre les citoyens et selon les territoires. Ce qu'on va adapter, c'est l'action publique ici, mais ça c'est le domaine du procureur de la République. Mais la justice française, elle est adaptée à Mayotte parce que les Mahorais l'ont choisi. Le principe même de la justice, c'est d'individualiser les situations, donc on traite chaque cas à la hauteur des enjeux qui sont les siens. Je pense que la justice française doit être la même sur l'ensemble du territoire, dans ses lois, dans ses principes. Par contre, je pense que, et c'est les principes qui gouvernent notre droit, notamment dans le droit pénal, dans l'application des peines, dans l'attribution des peines par exemple, il y a des principes d'individualisation et on doit nécessairement aussi tenir compte des particularités locales. Il ne s'agit pas d'être un juge ou un procureur complètement déconnecté du terrain. Je crois que voilà, on applique le droit qui est le même voilà, dans l'ensemble de la France, quel que soit le département, mais on l'applique en adaptant aussi évidemment aux particularités locales et en respectant les particularités locales. Des particularités locales qui sont en effet toujours prises en compte, comme nous l'explique le nouveau substitut du procureur au parquet des mineurs. On tient compte des difficultés locales évidemment pour adapter nos exigences. On ne peut pas demander, moi je vois par exemple par rapport à la protection de l'enfant en danger, la protection des mineurs, on ne peut pas avoir nécessairement demander les mêmes exigences aux familles alors que on sait très bien que les écoles, la scolarité peut être compliquée, que les moyens d'aide éducative qu'on apporte aux familles ne sont pas les mêmes que dans d'autres départements. Donc nécessairement on tient en compte le niveau de vie, la pauvreté aussi plus grande. Donc on ne peut pas avoir le même critère systématiquement d'appréciation. Par contre, voilà, on essaye malgré tout d'apporter notre aide, mais on tient compte évidemment des difficultés du terrain et on adapte nos décisions à cela. Jugée trop clémente, la justice à Mayotte possède aujourd'hui de nouveaux visages qui devront rapidement s'adapter aux réalités du territoire. Et je vous propose à présent de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mardi 3 octobre. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Le 8 août 2012, les élus du département votaient une motion contre la suppression du visa Balladur. Le conseiller général Jacques Martial Henry était à l'initiative de cette motion qui avait été validée par tous les élus. Elle faisait écho à une proposition émanant de la commission des lois du Sénat à la suite d'une mission effectuée à Mayotte quelques mois plus tôt. À l'époque, le président de l'institution, Daniel Zaïdani, avait signé la motion qui avait par la suite été envoyée au président de la République, François Hollande, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, au Premier ministre et au ministre des Outre-mer. Une initiative qui avait porté ses fruits donc, même si 5 ans plus tard, la question du visa revient à nouveau sur le devant de la scène. De quoi laisser penser qu'à chaque majorité présidentielle nouvellement élue, la suppression du visa est envisagée par les hauts responsables politiques du pays. Et la semaine dernière, le président du conseil départemental, Swabadine Ibrahim Ramadani, a profité de sa visite à Paris pour rencontrer à Matignon le Premier ministre Édouard Philippe afin de dresser un point d'étape des engagements pris par son prédécesseur Manuel Valls. En lien avec le Centre national de la fonction publique territoriale, l'État devait notamment soutenir la mise en place d'un plan ambitieux de formation au bénéfice des agents des communes et du département afin d'améliorer leur gestion. Un plan qui n'a pas été mis en œuvre ou que très partiellement. 9 points ont été abordés par le président durant l'entrevue avec à la clé de nouvelles doléances. Parmi elles, la demande d'études quant au monopole de Total, la révision de la valeur cadastrale locative, une meilleure répartition de l'octroi de mer, la part compensatoire du RSA, l'insécurité et l'attractivité du territoire, la feuille de route franco-comorienne ou encore le toilettage institutionnel à achever pour faire de Mayotte un véritable département, région d'outre-mer. Alors que la feuille de route continue de faire débat, les drames de l'immigration clandestine se multiplient. Ce matin, le corps sans vie d'un enfant de 10 ans a été retrouvé sur l'une des plages de Moya en Petite Terre. Le décès fait suite à un naufrage de Kwassa ayant eu lieu dimanche soir peu avant 21 h. L'embarcation accueillait une dizaine de passagers, mais a été victime d'une panne moteur survenue au large de Petite Terre. Une vague a fait chavirer l'embarcation, mais certains passagers ont réussi à rejoindre le rivage et regagner la terre ferme. Ce n'est malheureusement pas le cas du petit garçon de 10 ans.
Par ailleurs, une maman de 45 ans accompagnée de sa fille de 7 ans sont toujours portées disparues. L'une des membres de la famille restée aux Comores a contacté la rédaction afin que ce nouveau naufrage soit évoqué dans les médias. Et Pierre Bellucci nous a rejoint. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors on vient de le voir, on va parler de ce naufrage qui a eu lieu ce dimanche avec ce corps qui a été retrouvé, ce petit garçon de 10 ans. Est-ce qu'on en sait un peu plus aujourd'hui ? Oui, comme expliqué, il s'agit d'un nouveau naufrage qui a eu lieu donc dimanche soir dans la nuit. Donc il y a 2 personnes qui sont portées disparues. Il y a peu de chances de les retrouver, malheureusement. C'est vrai qu'on a eu la belle-sœur de la maman de 45 ans qui nous a contactés. C'est un nouveau drame de l'immigration clandestine, un énième, qui, bien entendu, dans le contexte de la feuille de route, nous oblige à nous questionner. Alors, on le sait que cette problématique de l'immigration clandestine, elle est latente, elle existe depuis de nombreuses années. Il y a eu ce visa qui depuis très très longtemps est comment dire, mise est pointé du doigt par la CIMAD par exemple, parce que il est selon eux source justement de ces drames. Je crois que effectivement il y a un problème avec ces drames. Ça fait de nombreuses années. Cette question du visa, de le supprimer, et les élus n'ont pas forcément réfléchi à ce qui pourrait accompagner la suppression du visa baladure. Parce que la libre circulation, si effectivement elle est accompagnée par exemple par la fin du droit du sol, comme l'a évoqué la ministre des Outre-mer, qui a parlé qu'elle n'était pas contre étudier cette possibilité. Alors on sait que ça doit passer avant cela par d'autres cases, notamment le Conseil d'État, mais voilà, quand on aura franchi ces étapes-là, si cette libre circulation elle est bien pensée, effectivement on pourra arrêter des drames. Maintenant, il faut aussi dire que ces drames, il y a des personnes qui continueront probablement de venir. Par Kwassa, on sait qu'il y a aussi un gros trafic qui passe par les Kwassa. Trafic notamment lié au vol, lié à la drogue aussi. Donc ça, c'est aussi une problématique qui va au-delà et qui va au-delà de ce visa. Mais voilà, les drames continuent à Mayotte. C'est vrai qu'il est temps de se poser des questions. Il est temps aussi que l'État comorien prenne ses responsabilités par rapport à ça, parce que ça fait des années qu'il y a des morts dans le lagon. Et puis, depuis toutes ces années, eh bien, on pointe du doigt à Mayotte et du côté de l'Union des Comores, encore une fois, on ferme les yeux. Donc, c'est trop facile de fermer les yeux. Je crois qu'effectivement, les 2 États, il faut qu'ils se retrouvent autour d'une table avec Mayotte, que chacun réfléchisse. Peut-être que le visa baladure est dépassé, mais en tout cas, il faudra, en l'état actuel des choses, le supprimer. C'est effectivement déjà se soumettre à la vindicte populaire comme c'est le cas actuellement. Et puis aussi et surtout, c'est risquer de faire un peu basculer l'île parce qu'elle n'est pas du tout aujourd'hui adaptée, et elle n'est pas en capacité d'accueillir une libre circulation. Donc justement, toutes ces questions, on aura l'occasion de les évoquer lors des assises de l'outre-mer qui vont bientôt être tenues, notamment ici à Mayotte. Ce sera l'occasion pour les élus éventuellement de poser toutes ces questions et puis de proposer des solutions au gouvernement. Oui, ça sera l'occasion. Ça sera aussi l'occasion de faire ce qu'on fait là, c'est-à-dire réfléchir aussi, réfléchir aux tenants, aux aboutissants par rapport à cette situation qui dure depuis des années et contre laquelle et face à laquelle il faut aujourd'hui réagir. Absolument. Ça fait très longtemps qu'on parle de coopération régionale. Maintenant, il faut que cette coopération, elle soit acquiescée par tous. Il faut que chacun prenne part aux discussions. Les assises de l'outre-mer vont permettre aux uns et aux autres d'échanger, d'essayer de trouver les meilleures solutions. Effectivement, les drames, ils se multiplient depuis de nombreuses années. C'est juste pas possible. Il faut absolument y mettre fin. Maintenant, la méthode qui a été choisie et surtout la communication derrière n'a pas du tout été à la hauteur justement de ces drames qui se produisent depuis de nombreuses années. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Et on termine à présent avec la signature ce matin d'une convention entre l'État et Pôle emploi. Une convention visant à réduire les inégalités entre les femmes et les hommes en favorisant plus précisément l'accès des femmes à l'emploi et à la formation. Un événement qui s'inscrit dans les objectifs fixés par la semaine de l'égalité professionnelle qui a lieu tous les ans, la première semaine d'octobre en France. Et Mayotte ne déroge justement pas à la règle. Les précisions tout de suite avec Adèle Laurent et Leslie Limney.
À Mayotte, les femmes représentent 51,5% de la population. Pourtant, les inégalités, notamment dans le milieu professionnel, persistent. Pour preuve, le nombre d'inscrits au Pôle emploi de Kaweni, 70% sont des femmes. Sur l'île et comme ailleurs, les femmes sont également sous-représentées dans certaines filières professionnelles. C'est pourquoi ce matin, l'État, le Pôle emploi et la déléguée aux droits des femmes Noéra Mohamed ont conjointement signé une convention sur l'accès aux femmes à l'emploi et à la formation. L'objectif de cette convention, c'est de pouvoir partager des moyens pour financer de la formation pour les femmes et des actions, alors pas n'importe quel type de formation, mais de la formation sur des métiers qui sont plus traditionnellement réservés aux hommes, afin d'amener les femmes dans ce type de profession. En effet, cette convention permettra notamment aux femmes d'accéder à une formation de CACES, qui permet de valider pour l'essentiel la conduite d'engins de manutention. Parallèlement à cette initiative, des visites d'entreprises ont été organisées ce jour. Objectif, permettre aux femmes de rencontrer d'autres femmes qui exercent des métiers traditionnellement masculins. Nous accompagnons aujourd'hui 12 femmes par groupe de 3 dans 3 entreprises qui ont eu la gentillesse de nous accueillir pour faire découvrir ces métiers aux femmes. Donc le métier de mécanicienne d'avion avec l'entreprise EWA. Donc là, c'est assez nouveau pour ces femmes de pouvoir avoir l'opportunité de rencontrer une autre femme qui exerce un métier quand même très souvent exercé par des hommes. Donc peut-être que ça créera des vocations. Elles vont également se rendre sur un chantier de la Colasse à Magicavo et puis également chez Carla Transport pour découvrir ces métiers du transport. Ça a valeur d'exemple et donc faire évoluer la mentalité pour les femmes, mais également pour leurs maris, leurs frères, leurs cousins, pour qu'eux aussi prennent conscience qu'une femme a toutes les capacités pour exercer aujourd'hui n'importe quel métier que jusqu'à présent seuls les hommes exerçaient. Une pierre de plus dans le long chemin de la sensibilisation et de la prise en compte de l'impératif femmes-hommes dans toutes les politiques publiques. Une semaine, c'est déjà mieux qu'une journée, mais l'égalité professionnelle, c'est bien sûr toute l'année qu'elle doit être non seulement un objectif, mais une réalité. En étant optimistes, gageons qu'un jour, nous n'ayons plus besoin de ce type de semaine, de reportages, de revendications. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur WAM 5, également disponible en replay sur notre site l'infocosi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et prochain rendez-vous avec l'information radio demain dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Je vous souhaite une excellente soirée et vous donne rendez-vous demain 19h pour une nouvelle édition du journal.